Bienvenue dans Scroll, l'émission où les jeunes décryptent leur monde en ligne. Aujourd'hui, on est avec une classe de l'Institut Saint-Michel. Bonjour à vous, bienvenue. Et on va essayer de décrypter ce que vous regardez sur le web. Vous allez nous montrer ce que vous avez choisi comme vidéo. C'est parti pour l'émission Scroll. Alors déjà, bonjour à vous deux. Donc on a David et Shahid. Bonjour, bienvenue. Merci. Première fois dans une émission ? Oui. Ouais, stressé un peu. Un peu, ouais. Un peu quand même, ouais. Impressionné. Impressionné, ouais. Ouais. Et avec nous aussi Yves Collard, de Média Animation. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler très largement des fake news. Et d'ailleurs, première question pour lancer le débat, c'est quoi une fake news pour vous ? Pour vous, d'abord ? Une fausse information. Ok, une fausse information, Ouais. très simple et classique. Et pour toi ? Une rumeur que plein de gens croient et qui se propage partout sur tous les réseaux. Ok. Ouais, donc il y a aussi dedans quelque chose de rumeur qui s'installe et qui reste et qui se propage surtout. Et sur les réseaux, ou bien rien à voir ? Ouais, sur les réseaux. Sur les réseaux. Ce genre de rumeurs. Ok. Est-ce que c'est tout ça ? Alors, il y a plein de définitions. C'est toujours très compliqué, les définitions, les typologies. On tombe toujours sur l'ornithorynque de service. Mais une fake news, c'est quoi ? On peut dire que c'est une information fausse, oui, ouais. Mais diffusée volontairement pour des raisons idéologiques ou des raisons économiques, en fait, pour gagner de l'argent ou pour tromper le public. Okay. Alors, par rapport à toutes ces définitions, il faut quand même se dire qu'il y a peut-être moyen de simplifier. Donc, une fake news, comme une théorie du complot, comme une rumeur, comme de la mésinformation, comme de la désinformation, etc., etc. C'est finalement de la fiction que l'on tient pour vraie. Ok, donc il y a une notion que c'est pas gratuit, on le fait pas, c'est pas quelqu'un qui pourrait simplement le faire pour l'amusement ou pour comme ça. Oui, dans la définition la plus courante, il y a toujours un intérêt à diffuser, d'abord à construire une fake news et puis à la diffuser. Si ce n'est pas diffusé de façon intentionnelle, ça reste une information fausse en fait. Ok. Vous voyez dans la fake news, vous, cette notion que c'est pas gratuit et que quelqu'un le fait toujours pour quelque chose ? Oui. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a différents types de fake news aussi ? Ou est-ce qu'elles sont toutes les mêmes ? Alors, si on revient dans la définition de la fiction prise pour de la réalité, il y a plusieurs types de fake news. Il y a la rumeur, ça a été dit. La rumeur, c'est une information, on ne sait pas si elle est vraie, si elle est fausse, mais tant qu'elle n'est pas validée par une autorité, ça reste une rumeur. Après, ça devient une information vraie, une information fausse. La théorie du complot s'appuie souvent sur une fake news, mais postule qu'il y a un groupe secret qui essaye de contrôler le monde, que ce soit les banques, les communistes, les reptiliens, les Illuminati, etc., etc. La mésinformation, c'est une information qui trompe son public. Il y a aussi l'infobésité, c'est-à-dire il y a trop d'informations, donc on ne sait plus la gérer. Il y a une dizaine de façons possibles de définir la fake news. Il y a des genres tout à fait particuliers, mais ça se recoupe assez souvent quand même. Ok. David et Shahid, est-ce que quand vous êtes face à une info, vous avez peut-être l'impression que c'est une fake news, est-ce que vous allez chercher pour essayer de voir si c'est vrai ou pas ? Moi, je regarde les commentaires sur un, et puis je m'informe. Tu t'informes ? Comment ? Tu vas faire des recherches simplement ? Ouais, je vais faire des recherches, je vais voir s'il y a des grands médias qui en parlent. Et puis, Bon réflexe. Ok. Et toi, David ? Pareil, je regarde des commentaires, et sinon, si des fois j'ai la flemme, juste je passe. Et si c'est une vraie information, ça va forcément repasser, ou alors il y a quelqu'un qui va en reparler, etc. Ok, c'est des bonnes techniques. Oui, c'est effectivement ce qu'on a observé. On a mené une grande enquête auprès des jeunes sur la question de la manière dont ils gèrent l'information. Et on peut être assez rassuré, en fait. Pourquoi ? Parce que, d'une part, ils savent bien qu'une information, potentiellement, elle est fausse. Et donc, ils vont assez souvent contrôler, fact-checker, valider les sources, parce que, généralement, ils l'ont appris à l'école. Mais il y a un truc beaucoup plus malin qu'ils font. C'est de voir, comme vous le dites, les commentaires des amis. Parce qu'il y a une chose dont on a très peur quand on est adolescent, mais aussi quand on est adulte, c'est de passer pour un crétin en adhérant à une information fausse. Donc, on a beaucoup de pratiques médiatiques des jeunes reposent sur l'idée que c'est une source d'échange.
Donc on joue aux jeux vidéo, non pas pour jouer aux jeux vidéo, entre guillemets, bêtement, mais pour le faire avec des amis. On discute de l'actualité entre amis aussi, parce qu'on aime bien savoir ce que les autres pensent. Donc les adolescents ont énormément de stratégies pour vérifier si une information est vraie ou fausse. Bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle, contrairement à ce que l'on croit. Ce sont les plus de 60 ans et même les plus de 70 ans qui adhèrent le plus facilement à des fake news et pas les jeunes. Vous avez plus l'impression que c'est les plus vieux qui sont crédules? Ouais, quand même, ouais. C'est dingue. Mais c'est vrai que et les vieux pensent le contraire, forcément. Ah oui. Mais ça, c'est la querelle des générations. Hein. Les vieux sont toujours des vieux cons et les jeunes sont toujours des jeunes crétins. Hein. C'est vieux comme le monde, ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas la première émission qu'on fait, c'est la 4e ou la 5e. Et on a été marqué, c'est clair, par l'esprit critique que les jeunes et que ce que vous nous venez nous montrer, quoi. Donc c'est très positif. On va regarder donc la première vidéo que vous nous avez amenée, c'est celle de David. C'est une vidéo qui a été créée par l'IA et tu t'es demandé si elle était vraie ou pas. C'est juste? Non, en fait, j'ai vu que c'était impressionnant, mais j'ai directement su que c'était faux à cause des vagues derrière. Ok. En fait, c'est encore facilement reconnaissable, mais... Ok. On va regarder ça, on va voir si on pouvait la voir aussi facilement. C'est parti. Toi, c'est plus sur les vagues que tu as eu l'impression que c'était faux. Ouais, c'est une vidéo. En tout cas, ce type de vidéo, elle a beaucoup tourné. C'est sûr parce qu'elle est, je crois, impressionnante. Et donc, c'est juste les vagues qui t'ont mis le doute. Oui, en fait, j'ai directement vu que c'était pas vrai. Elles vont trop vite. On dirait que c'est un peu en 3D. C'est pas une vraie vidéo, quoi. T'as vu directement dans des petits détails visuels que c'était faux. Oui. Est-ce que tu savais que les IA pouvaient générer des vidéos et des images qui peuvent sembler vraies et peuvent... Moi, je pensais pas que ça avait autant évolué. Parce que il y a encore quelques mois, on faisait des filtres avec des images pour changer les photos, etc. Ouais. Et là, on fait des vraies vidéos à partir de rien, quoi. Oui, c'est ça. Qui sont générés à partir de rien. Clairement. Est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels on pourrait se dire tiens, c'est une fausse, tiens, c'est une vraie, ou ça a été généré par une IA? Est-ce qu'il y a... Oui, alors c'est amusant, hein, cette hypothèse que face à une image, il faut absolument détecter si elle est vraie ou si elle est fausse. J'ai quand même envie de rappeler qu'une image, par nature, elle est fausse. Elle ne dit jamais toute la réalité. Il y a toujours des effets de cadrage, des effets de plan, des effets de luminosité. Donc, une image est, on va dire, plus ou moins fausse. Mais dès le départ, une image ne rend jamais compte de la réalité. Et les jeunes l'ont très bien compris. Hein. De nouveau, ils se laissent moins abuser par les images dites fausses que les adultes, parce que les jeunes ont l'habitude de repérer les filtres et de les utiliser eux-mêmes. Donc, ça... Alors maintenant, il y a la question, pourquoi adhère-t-on à ce genre d'image? C'est parce qu'on a envie d'y adhérer. On a envie d'y croire. On a envie que cette baleine soit sauvée de ces horribles coquillages qui l'embêtent. Et on a tellement envie d'y croire qu'on finit par y croire. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, les biais de confirmation. J'ai envie que cette information soit juste, alors j'y crois plus facilement qu'une autre information. Et c'est très difficile de se débarrasser de ces fameux biais cognitifs, ce qui me fait dire, et c'est presque une confidence, qu'autour de cette table et dans la salle et devant leur téléviseur, nous adhérons tous à des fake news, nous adhérons tous à des théories du complot. Et évidemment, on ne s'en rend pas compte, et c'est à partir du moment où on ne s'en rend pas compte qu'on n'estime pas nécessaire de faire travailler notre esprit critique. Oui, parce qu'on a envie de les croire vraies. Dans le chat, on nous dit l'IA, c'est incroyable et ça fait peur à la fois. Est-ce que ça vous fait peur aussi l'utilisation qu'on peut en faire ou bien ce qui peut arriver? Ouais, parce que des fois, c'est pas toujours pour une bonne chose. Ça peut être pour... Ça pourrait être pour tromper. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est vrai que là, l'impact négatif n'est pas forcément fort, si.
Non, évidemment, hein, tant qu'on s'attaque à des coquillages, ça va. Hein, ouais. Bon, mais évidemment, quand on fait dire des choses à des hommes politiques, ça peut être problématique, de nouveau, à cause de ce biais de confirmation. Si vous avez envie d'entendre Trump dire ceci ou cela, et qu'il le dit même si c'est faux, ben, vous avez envie de l'entendre et donc vous allez y croire. Donc c'est la question que cette IA permet finalement de dire autre chose que le réel, permet de dire, d'inventer une autre réalité. Hein, c'est ce qu'on appelle les alternative facts, hein, les faits alternatifs. Et à partir du moment, alors c'est ça le problème, à partir du moment où tout le monde adhère à une information fausse, elle devient vraie, parce que tout le monde la prend pour vraie. C'est ce qu'on appelle un mythe. Au Moyen-Âge, tout le monde adhérait à une fake news, l'idée selon laquelle le Soleil tournait autour de la Terre. C'est une fake news énorme, mais tout le monde y croyait, et donc tout le monde la tenait pour vraie. Et les gens qui remettaient cette vérité en question étaient susceptibles d'avoir de gros ennuis. Oui, donc c'est peut-être ça le risque, c'est que ces fake news deviennent vraies, enfin, en tout cas qu'on les croit trop vraies. Oui, alors devenir vrai, ça n'est évidemment pas possible, mais qu'on les tienne pour vraies. Et c'est ça c'est le problème, c'est tout le travail à faire en matière d'éducation aux médias. Mais je pense que les jeunes ont une petite tête d'avance sur les adultes à ce niveau-là. Parmi vos potes, il y en a qui auraient pu se dire que cette vidéo-là était vraie. Est-ce que vous pensez que c'était possible? Honnêtement, quand je la vois, je pense que... la première fois, je peux dire que c'est vrai. Ouais, voilà. Plus attentivement. Ouais. C'est peut-être ça le risque. Ouais, si on regarde de loin, on peut se dire que c'est quand même une vidéo qui a fait 63 millions de vues. Et j'ai vu dans les commentaires, en fait, il y avait 3 types de personnes. Il y a des gens qui y croyaient, des gens qui y croyaient pas, et il y avait surtout des gens qui avaient peur de ce que l'IA pouvait faire dans le futur avec ça. Par la suite. Ok. On va regarder maintenant la deuxième vidéo, qui est celle de Shade, sur un faux pays qui a été créé, le Listembourg. On regarde ça, puis on en discute. C'est parti. Quel est ce nouveau pays qui est apparu en plein océan Atlantique à côté du Portugal? Eh bien, c'est le Listembourg, un pays membre de l'Union Européenne et de la zone euro composé d'une quinzaine de départements où la population parle français. Bon, vous vous en doutez, ce pays n'existe pas du tout, il s'agit d'un pays fictif créé de toutes pièces sur Twitter. En fait, tout part d'une blague d'un utilisateur du nom de Gaspardo qui a fait ce tweet où l'on voit la carte de l'Europe avec ce nouveau territoire. En texte, il écrit « Je suis sûr que les Américains ne connaissent même pas le nom de ce pays ». Le but était de tourner en dérision les lacunes des Américains en géographie et notamment par rapport au reste du monde. Le truc c'est que suite à ce tweet, énormément de personnes ont joué le jeu et ont inventé de nouvelles infos sur le pays. Le Listembourg a donc un drapeau, un hymne national... Certains se sont amusés à créer des comptes soi-disant officiels pour les différentes institutions du pays. Donc par exemple, voici le ministre de l'Éducation ou encore les équipes sportives du pays. Plusieurs comptes très suivis ont également joué le jeu comme Studio Bagel, Move, Buffalo Grill ou encore BetClick. Le compte Paris 2024 a aussi participé, il a tweeté que le nombre de délégations olympiques passait de 206 à 207 avec l'arrivée du Listembourg. Le Listembourg, qu'est-ce qui t'a amusé ou interpellé dans cette vidéo-là? C'est surtout qu'ils ont créé beaucoup de choses autour de ça. Comme une équipe de foot, des comptes du gouvernement. Oui, en plus, ça n'a pas été une seule personne. Quoi. Oui, non, ça a été beaucoup de personnes. Et oui, non, ça... au début, je me suis quand même interrogé là-dessus. Et après, j'ai vu le pays à côté du Portugal. Je me suis dit, ouais, non, c'est une belle blague. Ouais, donc tu as vu d'abord 2-3 tweets, des infos, et puis après, tu as été chercher un peu plus loin. Oui, après, j'ai été voir et je me suis dit, ouais, non, c'est faux. Ok, donc tu savais à un moment donné que c'était une satire ou bien... T'as plus douté, quoi. Oui. Comment est-ce qu'on peut justement distinguer la satire et l'humour de la fake news? Est-ce qu'il y a un distinguo à faire ou pas? C'est très compliqué, comme vous le savez. Hein. D'abord, pour que ce soit humoristique, il faut que tout le monde rigole, sinon c'est pas de l'humour. Ouais. En l'occurrence, c'était assez amusant. Moi, ce que je trouve intéressant dans le document ici, c'est que ça permet d'exercer une certaine forme de créativité. Hein, dans le fond, et si ce pays existait? Et si Adolf Hitler avait gagné la guerre? Et si l'Angleterre n'avait pas quitté l'Union européenne, que se serait-il passé? Ça permet d'imaginer un certain nombre de choses et ça permet de développer une compréhension du monde assez fine, même si ça a l'air tout à fait rigolo. Donc, alors je reviens à la question, distinguer le vrai du faux, c'est de nouveau le même problème. Hein.
D'abord, le fact-checking, on va vérifier, etc. Mais par rapport à cette séquence, parce que je trouve qu'il est intéressant, c'est de se dire, dans le fond, pourquoi ça marche, pourquoi une fake news marche-t-elle, pourquoi on adhère à une fake news. Ben, il y a plusieurs éléments quand même. Il faut d'abord qu'il y ait des éléments de vraisemblance. Il faut que, quelque part, ça ait déjà existé. Donc, par exemple, ici, ce pays imaginaire repose sur les idées que les Américains ne connaissent pas grand-chose en géographie. Donc, c'est possible qu'ils imaginent que ce pays existe là. Il faut également, pour qu'une fake news fonctionne, qu'elle réactualise idéalement une autre fake news du passé. Par exemple, fake news assez récente, les ondes de la 5G aident à diffuser le coronavirus. Faux, évidemment, mais on disait déjà ça en 1918 à propos des ondes radio et de la grippe espagnole. Autre élément, il y en a d'autres, mais c'est le troisième, et on va s'arrêter là pour le moment. Il faut qu'il y ait une forme amusante, plaisante. Il faut aussi qu'il y ait quelqu'un, un influenceur, qui fasse ce que j'appelle du blanchiment d'information. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et qui va diffuser l'information à laquelle, du coup, on aura envie d'adhérer parce que cet influenceur, c'est un pote pour nous. Ok. Toi, tu l'as vu via quel biais? Justement, Hugo Décrypte. Okay. Et je l'avais vu aussi sur Twitter beaucoup. Je l'ai vu passer. Oui, donc c'est vraiment ce mécanisme-là. Ok. Oui. L'amusement. Alors, en parlant d'amusement, on va faire une petite séquence plus interactive. Je vais vous montrer des vidéos et vous allez me dire justement si vous consommeriez ce type de vidéo-là ou pas. Ok. Est-ce que vous scrollez ou est-ce que vous scrollez pas? C'est la séquence, tu scrolles. C'est parti. Donc, première vidéo, et d'ailleurs, tu connais bien, une vidéo d'Hugo Décrypte pour voir si vous consommeriez ou pas ces vidéos-là. Chaque jour, je te résume les actualités du jour en 60 secondes. Première actualité, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, souhaite que toutes les personnes qui conduisent sous alcool ou drogue se voient définitivement retirer leur permis de conduire. En effet, aujourd'hui, c'est seulement une suspension temporaire de permis. Deuxième actualité, le président américain Joe Biden a rendu... Du coup, vous connaissez bien Hugo Décrypte. Est-ce que vous regardez ces vidéos ou pas? Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces informations, dans son contenu? C'est qu'on a des informations rapides. Qui sont on sait que c'est vrai surtout. Voilà. Parce que c'est vérifié, parce que Hugo Décrypte est perçu comme un journaliste sérieux et donc vous croyez forcément en les informations qu'il donne. Ouais. C'est le même principe que pour les journaux et pour les médias en fait. Oui, c'est ça, mais il y a quand même une caractéristique chez les jeunes, c'est qu'ils aiment bien une information rapide, ils sont habitués à des formats courts. Ceci dit, pour les sujets qui les intéressent vraiment, ils sont capables de se documenter énormément et d'aller vers des formats plus longs. Donc ils ont en quelque sorte une façon très pragmatique d'aborder l'information. Je vais voir de l'information rapide pour avoir une idée d'un petit peu tout ce qui se passe, mais à partir du moment où il y a un truc qui m'intéresse, là, je suis capable de passer des heures et des heures à me documenter et à me documenter sérieusement. Vous faites ça, vous regardez des vidéos longues aussi sur YouTube ou sur Twitch? Vous regardez des contenus hyper longs? Oui. Je parle de plus de 30 minutes, 40 minutes. Ouais, ça vous arrive? Des fois, oui. Chez Hugo Décrypte aussi ou pas? Non, même d'autres médias. Ouais, lesquels? Les grands médias, RTL, RTBF. Ok, intéressant. Deuxième vidéo, on va regarder ça. Un TikToker français détruit un écran géant à Times Square. Il finit en prison aux États-Unis, on vous explique. La scène a rapidement enflammé les réseaux. En plein New York, un influenceur français s'est filmé en train de vandaliser l'un des écrans emblématiques de Times Square. Objectif affiché: lutter contre l'impérialisme américain. Sur ses réseaux, il se revendiquait ouvertement d'extrême droite. L'homme a été interpellé dans la foulée par la police new-yorkaise et placé en détention provisoire dans la prison de Fox River, un établissement connu pour sa sécurité maximale. Son compte TikTok a été immédiatement supprimé par la plateforme. Ce n'est pas un cas isolé. Ces derniers mois, plusieurs influenceurs français ont été arrêtés à l'étranger pour des faits similaires. En Tunisie, 2 jeunes créateurs avaient été condamnés à de la prison contenu, pour avoir vous le consommeriez ou pas? Non. Non, vous passez? Pourquoi? C'est trop long et c'est pas ce qui m'intéresse. C'est aussi le genre de compte qui fait que des vidéos comme ça, juste pour faire des vues. Avec des voix IA. Et les commentaires, c'est toujours la même chose. Les gens qui disent c'est vrai ou pas. Oui, là, on sait même pas vrai. On sait même pas. J'ai été chercher, j'ai essayé de voir, j'ai essayé de vérifier l'information, mais
ça reste assez flou. Mais donc, ouais, vous êtes assez critique. Mais pourtant, même sur le type d'information, parce que c'est une information un peu, voilà. Ouais, c'est vrai que ça peut choquer, mais sans plus. Sans plus. Ouais. Pas trop. Ok. Et toi, est-ce que tu regarderais ce type de vidéo, ce type d'information? Est-ce que je regarderais Oui, si on m'y oblige. Effectivement, mais on peut tomber là-dessus, effectivement. Mais alors, je dis si on m'y oblige, pas tout à fait. Si mes amis dans les réseaux sociaux la publient, forcément, je vais tomber là-dessus. Et pourquoi aurait-il envie de diffuser ce genre d'information? C'est parce que même si elle est fausse, elle signale mettent l'accent sur leur point de vue politique ou idéologique. Et de nouveau, là, c'est la même chose. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je vais la diffuser parce qu'elle dit, par exemple, à quel point Trump est un personnage épouvantable. Et donc, je vais me dire, dans le fond, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'en sais trop rien, mais ça pourrait bien être vrai. Et comme je n'aime pas Trump, je vais diffuser facilement cette information-là. Parce qu'elle correspond à mon idéologie de départ. Et donc, c'est toute la question. L'information, c'est aussi un truc que je vais diffuser. Alors, pour prévenir les autres d'un danger, pour prévenir de mon idéologie, mais aussi, il faut le dire, pour grimper quelques échelons dans la hiérarchie des popularités à l'intérieur de mon compte Facebook. Si avec ça, je ramasse 3000 likes, je vais être content, je vais être fier. Je dis, waouh, j'ai pété mes statistiques, j'ai fait 3000 likes à partir d'un clip que j'ai diffusé. Donc, nous sommes devenus des médias aussi. Et donc, quand nous diffusons quelque chose, nous sommes attentifs à la question de l'audience, comme les autres médias. Ok. On va regarder la 3e vidéo. La France va sortir de la zone euro. C'est la fin d'une ère, une page de l'histoire qui se tourne. La monnaie unique, c'est donc fini. Les 17 pays de la zone euro en ont fait l'annonce au même moment hier soir, après la clôture des bourses. Le moment est grave, a dit le chef de l'État. Retour sur son intervention avec Éric Declémy. C'était le discours le plus important du quinquennat. Le président l'a écrit seul, s'isolant toute la journée dans son bureau de l'Élysée. Une allocution publique devant ses ministres, les parlementaires de la majorité et des milliers de militants. C'était donc une fiction, mais ça on pouvait s'en douter. C'est facile à vérifier, mais par contre elle est assez bien faite, je trouve. Elle est assez bien réalisée. On pourrait y croire si ça passe à la TV ou autre part. Là, ça passe sur les réseaux. Est-ce que vous aurez regardé ça ou pas? Oui, quand même. Ouais. Ouais. En te posant des questions, en te demandant si c'était vrai ou pas, ou bien simplement parce que c'est une fiction et qu'elle est amusante? Non, quand même en me posant des questions, parce que ça peut quand même être vrai, dans le futur peut-être, mais Ouais, donc ça repose sur quelque chose, comme on le disait tantôt, qui peut être vrai. Toi aussi? En fait, les bordures de la vidéo, ils me donnent pas envie de regarder. C'est assez moche. En fait, il y a juste... Le haut et le bas, tu veux dire? Oui. Ouais. Enfin, on dirait que ça a été fait un peu à la va-vite. Ouais, voilà. C'est moins pro que vraiment la vidéo du centre. On est d'accord avec ça? Oui, c'est important ce que tu viens de dire, parce que c'est l'idée de la forme que prend l'information. C'est un autre chantier pour développer l'esprit critique. Hein. Finalement, dans cette émission, on en a déjà imaginé 4 ou 5, mais s'attacher à la forme de l'information, c'est quelque chose d'important. Et je dis toujours, quand on est face à quelqu'un qui adhère à une théorie du complot ou à une fake news, ça ne sert à rien de négocier ou de discuter du fond de l'information. Mais il s'agit ici de se poser les questions, dans le fond, une fake news, une théorie du complot, à quel indice formel peut-on l'identifier? Et pour les théories du complot, c'est assez facile, on a une vingtaine. Hein. Il y a un truc qui me fait toujours dresser l'oreille, hein. Je ne sais pas si vous pensez la même chose, mais quand vous lisez « c'est scientifiquement prouvé », mais qu'il n'y a aucune preuve, je me dis « oh là là, c'est risqué, c'est chaud là ». Je ne sais pas, est-ce que vous tombez quelquefois sur des informations qui se disent « ouais, c'est super vrai, c'est super important, d'ailleurs, c'est scientifiquement prouvé », et puis après... Ouais, quand c'est dit, les scientifiques ont dit, etc. Dans les commentaires aussi, quoi. Ouais. Des gens qui recherchent des informations, où ils disent, moi je fais les études de ça, je sais ce que je dis.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et alors alors les médias utilisent souvent la formule d'après une étude américaine, et les médias se citent entre eux, mais il faut se méfier aussi d'après une étude américaine, parce qu'il y a peut-être plein d'autres études américaines qui disent le contraire. Moi, j'avais lu une fois une info assez amusante, c'est d'après une étude américaine, les études américaines ne valent pas grand-chose. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a un souci. Donc, mais du coup, c'est intéressant, comme vous le dites, de quand même, premier indice, la forme, c'est un peu louche, là. Hein. C'est un peu trop tape à l'œil. C'est trop bling-bling pour que ce soit vrai. Pour que ce soit vrai. Ouais. Et il faudrait quoi alors que l'institut ou celui qui a fait l'étude soit vraiment cité et qu'on sache d'où vient l'étude? Oui, alors ça, c'est l'idéal. Hein. C'est l'idéal, c'est qu'il y ait une citation quelque part d'où vient l'étude, mais encore faut-il après se taper éventuellement 45 pages en anglais pour lire l'entièreté de l'étude et pour voir si la mention de l'étude était correcte. Hein. C'est un puits sans fin. Hein. Donc le fact-checking, c'est la plus compliquée des approches pour développer son esprit critique, parce qu'après, il faut vérifier ce que l'étude a dit, etc. Et on n'en sort pas. On passe des heures et des heures. Et puis, à partir du moment où on a découvert que l'information est fausse, est-ce que pour autant le débat s'éteint? Pas du tout. Le sujet dont l'information fausse parle est peut-être tout à fait intéressant, même si l'information est fausse. Vous voyez que c'est très compliqué. Hein. C'est compliqué. Ça. On va regarder une 4e vidéo. Sur cette vidéo publiée par l'établissement, nous pouvons apercevoir cette machine de cryothérapie qui serait à l'origine du décès d'une employée. Une cliente a été hospitalisée en urgence absolue. Barbara fréquente cette salle de sport depuis plusieurs années et connaissait très bien la victime. Tous les jours à la salle, je la croise. Très sympathique, sérieuse, très impliquée, volontaire. Vraiment, elle est exceptionnelle, vraiment. Elle s'occupait de tout. Selon les premiers éléments de l'enquête, cette machine aurait fait l'objet d'une réparation hier. Alors, une information choc de BFM TV, comme souvent. Ça, est-ce que vous regardez ou pas? Moi, je l'ai vu passer sur TikTok, mais je l'ai direct scroll. Parce que pourquoi? BFM, c'est un média que je ne regarde pas et qui ne m'intéresse pas. Simplement parce que c'est BFM ou à cause du type d'information? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Pareil, je sais que c'est un nid à problème. Autant pas regarder, souvent c'est un peu... Ouais. Ok. Est-ce que ça attire pas forcément ce type d'information alors? Ça attire un certain public. Hein. Alors, il y a des informations qui attirent plus le public que d'autres. Hein. C'est les informations insolites. C'est les informations un peu gore, un peu dégueulasses. Ouais, c'est ça. Un peu dégueulasses. C'est les informations un peu sexes aussi. Hein. Ça attire davantage le public. Mais par rapport à ce genre de chaînes, oui, elles sont idéologiquement marquées et problématiques. La question qui se pose... Alors, effectivement, on a le droit de ne pas les regarder. C'est même quelque chose que j'encourage volontiers à faire. Pour autant, faut-il censurer ce genre de chaîne? Ça pose le problème de qui censure, en fonction de quels critères, etc. etc. Donc moi, je suis assez partisan que cette chaîne existe, mais d'un autre côté, je suis partisan qu'on développe l'éducation aux médias par rapport à cette chaîne, en quelque sorte de développer l'antidote par rapport au poison. Ok. Dernière vidéo. Ces deux enfants de 9 et 12 ans qui descendent de l'avion et sont accueillis par Vladimir Poutine sont russes, mais ne le savent que depuis 3 heures. Jusqu'à présent, ils vivaient en Slovénie et pensaient être argentins. Comment ça se fait? C'est parce que leurs parents étaient ce qu'on a sous une fausse identité. Oui, parce qu'en fait, la plupart des espions sont en général des espions qu'on appelle légaux. Ils ont la nationalité de leur pays d'origine, ont en général un emploi dans des ambassades et s'en servent pour espionner. Ils ont un passeport diplomatique et sont donc protégés des poursuites. Mais le problème, c'est qu'ils sont aussi beaucoup plus surveillés par les services de contre-espionnage. Alors, pour passer sous les radars, la Russie, comme d'autres États, utilise une autre méthode. Camoufler entièrement ses espions et faire croire qu'ils ne sont pas russes. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Construire une fausse identité crédible, ce qu'on appelle une légende, prend des années. Oui, c'est de là que vient le nom de la série Le Bureau des légendes. Prenons l'exemple d'Arthur Dulce. Ici aussi, on est sur une information un peu attirante, mais qui est diffusée par Le Monde. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Vous la consommeriez ou pas? Je regarderai quand même un peu, mais... Ouais. Non? À cause de quoi? Du type d'info ou de la forme que ça prend? Surtout le média. En fait, tous les médias qui sont pas de Belgique, je sais pas. Pourquoi? Je sais pas.
pas trop mon truc. Ok. Je préfère me fier vraiment aux médias bien connus ici en Belgique. Belge. Ouais, ok. voilà. Parce qu'ils vont transmettre aussi une information qui est plus liée à toi, ou même les informations internationales, tu vas plus les chercher en Belgique. Ouais, même ceux qui sont internationaux, ouais, je les cherche ici. Ok. Et toi, David? Moi, j'avais déjà vu cette vidéo. Moi, en fait, quand je vois, par exemple, le logo de Le Monde, je me dis, je vais quand même rester quelques secondes sur la vidéo pour voir de quoi ça parle. Et si ça m'intéresse et que c'est bien produit comme ça, je regarde jusqu'au bout. Ouais, moi, je la trouvais aussi bien faite, cette vidéo, parce qu'elle met les images, les infographies de l'animation, donc ça reste quand même attirant et bien fait. Mais peut-être pas assez rapide pour vous? Non, moi, ça m'intéresse quand même, les vidéos comme ça. Mais je l'avais vu aussi passer, et je l'ai quand même regardé, parce que tout ce qui est Russie, Poutine, ça m'intrigue quand même. C'est attrayant, mais oui. Mais je crois aussi que c'est pour ça que ce type d'information est traité aussi, quoi. Elle a quelque chose d'attrayant et d'attirant, non? Oui, mais c'est ça. Donc le Monde est un média sérieux qui a beaucoup de moyens. RTL n'est pas un média moins sérieux et Vedia n'est pas un média moins sérieux que RTL. La question des moyens. Je veux dire par là, il n'y a pas de média totalement neutre idéologiquement, même si les gens du Monde font bien leur travail. Ils obéissent quand même à une certaine forme d'idéologie. Alors, c'est une chercheuse française qui disait c'est l'idéologie du vainqueur, hein, c'est-à-dire c'est l'idéologie du monde tel qu'il est, c'est l'idéologie plutôt centre-gauche, centre-droite, hein, mettant en évidence un certain nombre de valeurs libérales, etc. Donc le Monde, il n'y a aucun média n'est totalement neutre. Toute la question, c'est est-ce que le média veut faire passer des informations qu'il sait mensongères? À ce moment-là, ça devient un média propagandiste. Et c'est à ce moment-là que ça devient aussi nécessaire de prendre du recul par rapport à ça. Mais je me méfie autant des informations du Monde que des informations d'un autre média, tout en me disant à un moment donné, hein, si on passe son temps à être tout le temps critique par rapport à tout, mais qu'est-ce qu'on est fatigué à la fin de la journée? À un moment donné, il faut se dire, voilà, je fais confiance à ça, quoi. Hein, aussi. Hein. En général, aux journalistes, hein, dont le métier est en principe de nous dire ce qui se passe, hein, de nous dire la vérité. Oui, je voulais aussi dire, c'est pas parce que je regarde que les médias belges que aussi je suis, je suis pour, etc. Oui, voilà. Ouais. C'est, même si je préfère regarder les médias belges, c'est pas parce que je fais ça que je suis pour. Tu restes ouvert. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, cool. Merci beaucoup, David et Shahid. On va accueillir maintenant Adrien et Chris, nos deux prochains invités. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors, Adrien et Chris, vous pouvez venir. Qui vont donc nous montrer aussi du contenu que eux ont choisi, toujours dans cette thématique très générale des fake news. Bonjour Adrien, bonjour Chris. Bonjour. Alors la première vidéo, c'est celle sur le panneau d'Hollywood qui est en feu. C'est celle de qui? La mienne. De Adrien. Ok. On va la regarder puis on en parle? Oui. C'est parti. Le panneau d'Hollywood en feu. L'incendie continue de se propager à Los Angeles. Sauf que cette vidéo est complètement fausse. Vidéos qui ont été extrêmement virales ces derniers jours. Et pourtant, elles ont été générées uniquement par l'intelligence artificielle. Et comme tu le vois, le panneau est toujours intact aujourd'hui. Alors, toi, tu l'avais d'abord vu tourner comme ça ou bien tu l'as vu découverte avec le youtubeur qui l'expliquait? Non, je l'ai vu d'abord hors du youtubeur qui l'explique. Et au début, je m'étais dit quand même, qu'est-ce qui se passe en fait? Et j'ai quand même pris l'information de voir si c'était vrai ou pas. Ouais, comment est-ce que tu as fait pour essayer de voir si c'était vrai ou faux? J'ai regardé sur TikTok s'il y avait d'autres vidéos à ce niveau-là. Et sur Google aussi. Et puis je me suis rendu compte que c'était une fausse information en fait. Pourquoi est-ce que tu crois que celle-là a beaucoup circulé par rapport à d'autres? Parce qu'elle a quand même beaucoup tourné. Parce que, on va dire, pour moi, Hollywood, c'est quand même connu. Puis, direct, dès qu'il y a du feu, on pourrait se dire que c'est vrai quand même, ou que ça a été soit quelqu'un qui voulait faire quelque chose, ou je sais pas, juste par chaleur que ça a pris feu. Ouais, et puis il y a peut-être, comme tu dis, peut-être un impact émotionnel vu qu'on connaît tous ce panneau-là. Ouais, voilà, c'est ça. Quelque part, on est un peu tous liés à cette image-là. C'est un peu ça aussi.
Oui, c'est la figure du symbole. Hein. Alors un incendie de forêt, tout dramatique qu'il soit, intéresse moins les gens si on voit juste une petite maison prendre feu ou une piscine, enfin peu importe. Les gens ont besoin de symboles pour adhérer à une information. Et donc les symboles, alors même dans l'histoire, hein, le drapeau communiste sur le Reichstag à Berlin en 1945, image symbolique. Les Marines américains à Iwo Jima dans les années 60 ou début des années 70, image symbolique. Notre-Dame qui prend feu, image symbolique importante, etc. Et donc il manquait d'une image symbole pour montrer à quel point la Californie était en train de brûler. Et donc ce symbole, on l'a créé, hein, de toutes pièces. Hein, et donc c'est pour ça que ça a si bien marché. C'est pour ça qu'il y a une tendance actuelle aux fake news visuelles. Parce que du coup, on a quelque chose à quoi se raccrocher et que... Oui, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parce que je vais parler de votre génération, mais la génération d'aujourd'hui est davantage formée et attentive à la question de l'image, en fait. Moi, j'ai tout appris dans les bouquins, en fait. Hein. Tout ce que je sais aujourd'hui, quand j'étais gamin, c'était des livres, des manuels, etc. Aujourd'hui, les jeunes, hein, ils s'informent par l'image et ça nécessite aussi une même éducation qu'apprendre à lire du texte, apprendre à lire l'image. Les jeunes doivent le faire et ils l'apprennent de façon un peu naturelle. Hein. Il y a pas, à l'école, on apprend davantage le texte que l'image. Bon, mais du coup, les jeunes sont plus attirés par des informations qui contiennent des images, mais aussi sont plus compétents que les adultes pour détecter, hein, pour lire cette image. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport au texte. Vous préférez une info avec beaucoup de texte ou avec beaucoup d'images Je pense que c'est parce qu'on a grandi avec plus d'images. Oui. Même si à l'école, c'était plus lire, écrire, etc. Ouais. Quand on allait sur le téléphone, on était petit, on prenait le téléphone de nos mamans, on regardait ci, ça. Et maintenant, je pense qu'on est habitué à ça, quoi. Ouais. Avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile qu'aller sur un livre, aller chercher une information. Tout à fait. Oui, mais ça demande aussi des mêmes compétences critiques. Hein. C'est pas lire l'image, ce n'est pas un travail spécialement plus facile que lire du texte. Ça demande d'autres compétences, mais ça demande des compétences. Et c'est vrai qu'il y a une question de différence de génération. Quand j'étais petit, c'était la télé en noir et blanc et à partir de 6 heures du soir. C'était les seules images qui étaient... à ma disposition quand j'étais gamin. Donc voilà, du coup j'ai beaucoup lu. Grande différence. En fait. Voilà. Et du coup je suis un peu parfois plus naïf aussi par rapport aux images que eux. Tu disais que tu avais été vérifié dans les commentaires et dans les vidéos pour voir s'il y en avait d'autres qui tournaient sur cette vidéo. Mais est-ce qu'il y a d'autres outils qu'on peut utiliser pour vérifier si une image ou une vidéo est vraie ou fausse? Est-ce qu'il y a des outils qui existent pour dire ça c'est vrai, ça c'est faux? Comme outil, moi j'utilise pas d'autres outils. Après, je ne sais même pas s'il y en a d'autres. On peut même l'envoyer à pote. Peut-être que lui nous donne aussi son avis. Ouais. Ou demander à des personnes peut-être plus grandes quand même si peut-être que l'image peut peut-être tromper pour différentes personnes au niveau de l'âge aussi. Demander quand même conseil aux alentours. Peut-être dire ah ouais, je trouve que celle-là elle est vraie ou fausse. Demander aux autres. Oui, mais quand même, oui, il y a des outils. Mais le problème, c'est pour que ça marche, il faut qu'on utilise ces outils. Je veux dire par là, si on est persuadé qu'une image est juste, on ne va pas la vérifier. Quand je vois une photo d'une carte postale de la mer à Ostende et c'est indiqué la mer à Ostende, je ne me dis pas « Ah bon, il serait important que je vérifie cette information-là ». Je vais aller sur place pour voir s'il y a bien... Non, on ne vérifie jamais une information ou une image dont on est sûr. Du coup, ce qui est important, et je pense que les jeunes le font beaucoup aussi, c'est se fier un petit peu à son flair. Alors, au-delà des outils, oui, ça peut être utile, mais se dire, hop là, hein, comme le jeune de tout à l'heure qui disait, ouais, j'ai bien repéré, il y a un truc un peu louche, un peu bizarre avec les vagues. Il y a quelque chose de bizarre là. Du coup, je vérifie. Hein. Oui, Macron, il n'a jamais dit un truc pareil. Je vérifie. Donc, ce qui est important, c'est de développer son intuition, hein, et puis sa propre culture.
de l'image et de l'actualité. Et pour se dire, tiens, Macron, c'est un peu bizarre ce qu'il dit là, il faut déjà avoir entendu d'autres discours de Macron, avoir déjà vu, savoir un petit peu ce qu'il dit, quelle est sa politique, etc. Donc c'est une culture de l'image et puis une culture générale aussi. Plus on va s'intéresser à l'actualité, moins on va se faire avoir. Et plus on va s'intéresser à l'image, moins on va se faire avoir aussi par l'image. Un bon retour des choses. On va regarder celle de Chris maintenant. Sur TikTok. TikTok bientôt interdit aux États-Unis, on vous explique. Une proposition de loi a été largement adoptée à la Chambre des représentants américaine ce mercredi 13 mars. Elle pose un ultimatum à l'application. TikTok doit accepter de rompre tout lien avec la Chine et sa société mère ByteDance. Autrement, l'accès au réseau social sera supprimé aux États-Unis. Avec ce texte, les élus veulent imposer plus de transparence à la plateforme. Selon eux, l'algorithme, opaque, et son appartenance chinoise poseraient des questions de sécurité nationale pour les 170 millions d'utilisateurs américains. Quelques heures après le vote, le PDG de TikTok a réagi sur l'application. It will put more than 300,000 American jobs at risk and it will take away your TikTok. Pékin a de son côté mis en garde les États-Unis en menaçant de prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre l'entreprise. La loi doit encore être adoptée par le Sénat, puis être définitivement validée par le président. Joe Biden a en tout cas déjà déclaré qu'il promulguerait le texte s'il arrivait jusqu'à son bureau. Alors, qu'est-ce qui t'a fait douter dans cette information, dans cette vidéo? En fait, c'est l'information en elle-même. Moi, je vois TikTok. Qui est tellement grosse? Ouais, elle est tellement grosse, je me suis dit, ouais, non, on va enlever le TikTok d'un coup comme ça. Après, jour après jour, je vois, ouais, on va enlever TikTok. Dernier TikTok avant qu'on l'enlève, je me suis dit, ouais, c'est vraiment sérieux en fait. Oui, donc tu as vu plusieurs versions de l'information, et ça t'a poussé à croire que c'était vrai. Ouais. Ok, cette dynamique-là. Est-ce que c'est aussi le genre de rumeur aussi, tu pourrais te dire que c'est une rumeur, parce qu'il y a tellement d'informations qui passent que ça devient trop gros et que c'est une rumeur? Ouais, je peux dire que c'est une rumeur, ouais, parce que déjà j'en ai parlé avec mes potes, et de base, la plupart d'entre eux, ils étaient même pas au courant, même s'ils ont l'application que moi, TikTok. Et après, voilà, ça a tourné, après c'est revenu vers moi, ça m'a dit, ah ouais, c'est vrai. J'ai dit, ouais. Je sais pas, je suis comme toi, je vois l'information, je me suis dit, ah ouais. Et donc, voilà. Ce qu'il faut, c'est que c'est le réflexe inverse, quoi. On est face à une vraie information, mais on en finit par en douter, quoi. C'est un peu ça, le réflexe aussi de douter de tout. Oui, mais il faut... ici, on utilise l'exemple de TikTok, hein, mais oui, il y a une tendance globale qui est d'aller vers l'interdiction de TikTok pour certaines catégories d'âge. Hein. C'est un vieux serpent de mer, hein, ça revient toujours. On a toujours essayé d'interdire les médias parce qu'ils sont ultra dangereux. Hein. Même le roman français au 19e siècle, on disait il ne faut surtout pas que les jeunes lisent le roman français, et surtout pas les jeunes filles, parce que ça va leur donner des idées un peu bizarres. Donc oui, c'est une information vraie au départ. Hein. Trump a menacé d'interdire TikTok, il est revenu là-dessus, mais il y a des hommes et des femmes politiques qui, en Belgique, se disent on va essayer d'interdire TikTok. Moi, ça me fait penser un peu de la propagande. Hein. Quand vous dites on va interdire TikTok, ça permet 3 jours après de dire on ne va pas interdire tout à fait. On va réguler. Ça permet de rendre plus acceptable une information, puisqu'on part de quelque chose qui est très, très problématique. C'est un vieux principe de propagande, et on peut affubler Trump de tous les adjectifs que l'on veut. C'est un sacré propagandiste, en tout cas. C'est vrai que c'est une technique qu'il utilise assez souvent, comme avec les taxes de douane, etc. Oui, hein, il annonce quelque chose pour revenir voilà, après. C'est ça. On va vers l'exagération, et puis après, on est dans quelque chose qui, tout à coup, devient tout à fait acceptable. On dit, ah ouf, Trump, il n'est pas si méchant que ça. Il voulait interdire TikTok, et puis finalement, il dit, non, peut-être pas. Oh, quel gentil, ce Trump. Hein. C'est une façon très propagandiste de parler de ces choses-là. Mais là où effectivement, vous avez raison, c'est que derrière les exagérations du document, il y a une lame de fond qui vise à reculer de plus en plus l'âge d'accès aux plateformes numériques. En agitant toute une série de peurs, la peur économique, hein, la peur sur la question de la santé mentale,
les repères à pédophiles. Hein, c'est chaque fois les mêmes trucs qui reviennent à propos de tous les nouveaux médias. Mais il y a une grosse caractéristique, on n'a jamais interdit un média pour cause de dangerosité. On est parvenu simplement à réguler les médias au fur et à mesure qu'ils arrivaient. On disait déjà ça à propos de la télévision. Hein. La télé, vous vous rendez compte, on va devenir idiot, obèse, etc. Enfin, ça va. Enfin, je pense qu'autour de cette table et dans la classe, enfin, on n'est pas si idiot que ça. Pour autant, on a regardé la télévision. On espère. Je vais vous proposer un petit jeu maintenant, un quiz. C'est parti pour le quiz. Alors, je vais vous donner des questions et des chiffres. Et vous allez essayer de vous approcher le plus possible. Quel est pour vous le pourcentage de Français qui sont climato-sceptiques, donc qui ne croient pas au dérèglement climatique? Est-ce que c'est, sans tricher, 25, 50 ou 75? Alors pour vous? Moi j'aurais plus mis 25%. 25? 50. Moi, j'aurais dit 50 parce que y a un lien aussi avec la politique. Hein. À l'extrême gauche et à l'extrême droite, on a tendance à être plutôt climato-sceptique. Donc, moitié-moitié. Allez, moi, je dis 50. Un point pour vous deux, alors, parce que c'est pratiquement 57% des Français qui pensent que le changement climatique est réel. Donc et qui est principalement dû à l'activité humaine. Donc, on est proche des 50% de climato-sceptiques sur une étude qui a été faite en 2023. Est-ce que c'est aussi dû aux fake news que les gens deviennent peut-être si climato-sceptiques? Oui, parce que les fake news circulent 6 fois plus vite que les informations authentiques, parce que les fake news permettent d'adopter une position un peu rebelle par rapport à l'information officielle. Parce que quand vous faites circuler une fake news en disant c'est une fake news, il y a quand même des gens qui vont faire circuler la fake news en disant c'est vrai. Donc tous ces phénomènes-là font que les fake news sont plus intéressantes, entre guillemets, que les informations authentiques. D'office. D'ailleurs, durant les élections américaines, en seulement 3 mois, les 10 fake news les plus virales ont enregistré combien de millions de likes, selon vous? Ça se joue en millions. On n'a pas le choix. Tu peux dire le nombre de millions que tu veux. Moi, je dis 12 millions, je sais pas. 12 millions? Ouais, allez. Soyons généreux. 8 millions. 8 millions. Allez, 100 millions. Je fais péter les statistiques. Ouais, mais t'es pratiquement le plus proche. C'est 50 millions de likes sur les 10 fake news les plus virales. C'est quand même énorme. Du coup, ça montre bien que ces fake news sont hyper populaires, quoi. Oui, exactement. Enfin, et en même temps, attention, c'est pas parce qu'on les fait circuler qu'on y adhère forcément. Hein. Donc ça, c'est quand même un point important. Je peux faire circuler une fake news parce que justement, je la trouve trop stupide. Et je la fais circuler en disant, mais regardez, dire qu'il y a des gens qui croient à cette information-là. Hein, donc ça n'est pas forcément... Le fait de liker n'est pas forcément un signe d'adhésion. On peut aussi liker parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas liké quelqu'un. On peut liker parce qu'on like tout ce qui publie. On like parce qu'on a envie d'être ami avec cette personne. Donc il y a plein de raisons autres qu'une simple adhésion à l'information. Vous le faites parfois, liker ou partager des fake news parce que ça vous fait marrer? Parce qu'elles sont drôles, simplement? Ouais, des fois, on leur voit un peu de quoi. Moi, j'en vois, je dis, c'est quoi ça? Et après, voilà, quand c'est faux, on passe. Et puis voilà, mais si on ne sait pas, au final, on va revoir l'information. Et après, on va se dire, ouais, c'est réel, quoi. Sinon, okay. Mais il y a quand même un truc important, c'est que, alors peut-être davantage les jeunes que les gens de mon âge, on est passionné par de bonnes histoires, des récits super intéressants avec des agents secrets, avec des extraterrestres, etc. Parce que ça nous fait rêver, parce qu'on a besoin de ça. La fiction est souvent plus chouette que le réel. Donc quand on diffuse une information en disant « Regarde, c'est trop drôle », c'est vraiment ça. Il faut regarder parce que c'est drôle, ou parce que c'est passionnant, ou parce que ça fait peur, etc. Ouais. Dernière question. Aux USA, les sites de fausses informations locales sont plus nombreux que les vrais. Vrai ou faux? Vrai. Il y a plus de sites de fausses infos que de vrais.
Et toi? Moi, je dis faux. Faux. Moi, je dirais volontiers qu'il y a plus de vrai. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais ça coûte beaucoup moins cher de fabriquer une fausse information que de vérifier une vraie information. Clairement. Eh bien, c'est vrai. C'est un groupe de recherche NewsGuard qui a créé un rapport et qui s'alarme d'une potentielle explosion de la désinformation. Et ça, c'était juste à 5 mois de la présidentielle. Donc, effectivement, ça a explosé. Merci beaucoup à vous deux. Je vais vous laisser aller retrouver votre place et on va accueillir Robin et Zacharia pour notre dernière séquence. Bonjour Robin, bonjour Zacharia. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Bien, bien, bien. Parlez bien proche du micro. Alors, on va parler de deepfake avec Robin. Et on va regarder donc une vidéo où Marine Le Pen est mise en scène. C'est parti. Coucou mes petits artichauts. Aujourd'hui, c'est recette du couscous. Pour commencer, il faut piquer dans la caisse un paquet de semoule. Ensuite, on fait le grand remplacement de la semoule avec l'eau tiède. On termine en faisant émigrer notre poulet pour obtenir un bon couscous. Allez, bismillah les rouillards. Alors, c'était celle de Robin. Oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette vidéo et pourquoi est-ce qu'elle t'a marqué? J'ai choisi cette vidéo parce qu'elle met bien en thème justement les thématiques de Marine Le Pen en ce moment. Marine Le Pen, on la voit en mode prisonnière finalement. Alors, j'ai directement su que c'était pas une vraie vidéo parce que les prisons comme ça en France sont plus comme ça actuellement. Mais ça reprend plusieurs thématiques comme il y a eu aussi avec le couscous, l'immigration. Ça fait un petit gars. Il y a aussi... Le petit gars, ouais. Pardon? Non, le petit gars qui marche bien. Le petit gars qui marche bien. On a aussi, avec l'argent, les détournements de ces parlementaires au Parlement européen. Donc ça reconnaît un peu l'actualité en ce moment de Marine Le Pen. Ok. Elle t'a fait marrer. Et pour toi, c'était quoi le but de cette vidéo-là, de celui qui a créé la vidéo? Le but, c'était de faire une parodie, je pense. Ouais. Donc simplement de faire rire. De faire rire. Peut-être pour les anciens qui tombent dans le panneau, mais sinon, moi, je pense pas qu'on peut tomber dans le panneau. Est-ce que pour toi, ça peut être aussi dangereux, ce type de vidéo-là, ou bien c'est juste de l'humour? Pour moi, c'est que de l'humour parce que j'ai directement su que c'était une fausse vidéo. Mais quelqu'un qui ne sait pas voir le vrai du faux, il peut tomber dans le panneau et ça peut devenir dangereux. Oui, c'est ça. Il y a dans les deepfakes, même satiriques, est-ce qu'il y a un problème lié à l'information ou à la désinformation? De nouveau, ça dépend, tout dépend de l'intention. Hein. Donc, si vous faites une deepfake pour annoncer, par exemple, Trump annonçant qu'il a envoyé une bombe nucléaire en Russie, il y a ou l'inverse, hein, il y a des gens qui vont adhérer. Et ça a une visée politique, mais dans ce cas-ci, on est bien dans la caricature. C'est la version moderne des bonnes vieilles caricatures politiques de papa et maman, hein, où on fait se rencontrer deux univers a priori très différents. Hein. Donc Marine Le Pen en prisonnière, en train de faire du couscous. On imagine très bien ça sous la forme d'un dessin. Et il y a 20 ans, on aurait fait un dessin. Aujourd'hui, on fait un deepfake. Donc moi, ce genre de document ne m'alarme pas. Je trouve que c'est plutôt bien foutu. En fait, je ne sais pas ce que vous pensez. Et plus c'est bien. Oui, voilà. Et on n'est pas idiot au point de penser que, enfin, en tout cas, les jeunes ne sont pas idiots au point de penser que vraiment Marine Le Pen est dans une prison en train de fabriquer du couscous. Par contre, les personnes âgées, certaines personnes âgées, vont peut-être se laisser avoir en disant, mais c'est une question d'expérience de l'image, de nouveau. Hein, c'est ça. Hein. Mais pour ça, est-ce que vous pensez peut-être que ça devrait être encadré? Est-ce qu'il devrait y avoir des règles autour des deepfakes, autour de l'utilisation de l'image des gens? Pour moi, il devrait y avoir plus de filtrage à ce niveau-là. Et les personnalités publiques, essayer de limiter quand même, un maximum. Pourquoi limiter? Limiter pour éviter qu'on dise justement des fausses informations sur ces personnes-là, justement. Ok. Est-ce que c'est encadré déjà? Oui, mais les lois existent déjà. C'est ça qui est amusant. Hein, c'est que pourquoi faire de nouvelles lois alors que des lois existent déjà? Les lois qui répriment la xénophobie, la question du droit à l'image, la question du droit d'auteur, la question de la calomnie, de la diffamation, tout existe déjà dans le droit. Mais aujourd'hui, on ne l'applique plus. Et donc, on se dit, parce que
Parce que dans 90% des utilisations que nous faisons, nous sommes dans l'illégalité. Donc, par exemple, si je vous prends en photo et que je publie ça dans mon compte Facebook, normalement, c'est illégal parce que je n'ai pas demandé votre avis, etc. Mais tout le monde le fait. Et donc, à partir du moment où plus personne ne respecte une loi, cette loi n'existe plus. Et on se dit, il faut de nouveau une nouvelle loi pour... Mais les lois existent déjà. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter de nouvelles. Et en l'occurrence ici, ce n'est pas illégal du tout parce qu'on est dans la parodie, dans l'humour, à propos d'une personnalité publique. Donc, il n'y a aucune raison de déposer plainte par rapport à ceci. Enfin, je pense que tu en étais bien conscient. Ouais. Ok. En parlant de personnes connues, on va regarder la prochaine vidéo de Zakaria qui parle d'un rappeur bien connu. C'est parti. Here's why XXXTentacion is actually still alive. X was murdered on June 18th, 2018, which broke the hearts of the entire world. There's a public memorial X's body lays in where anyone can visit. And some people have found more than they bargained for. A YouTube channel called The Fam posted a video of him trying to communicate with the beloved rapper, but no one could have predicted what he was about to see. But someone else captured much more than that, and I'm about to play you that video. Before I show you, I found an app that can read your palms and predict your future. Press here in my bio if you want to see your future, if you dare. A YouTuber named Sarah the Explorer actually got to communicate with X, and here's what he had to say. Voilà, donc cette vidéo affirme vraiment que XXXTentacion est en vie et qu'il a des preuves pour le montrer, qu'une dame est entrée en relation, en communication avec lui. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette vidéo-là et pourquoi est-ce qu'elle t'a fait douter déjà? Ouais, moi j'y crois, toujours maintenant. Tu y crois toujours maintenant? Ouais. Ok, tu as été faire des vérifications, tu as essayé de voir d'où venait cette vidéo-là ou bien simplement tu y as cru? Comme ça. Tout simplement, j'y ai cru. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle te semble crédible? Pourquoi est-ce que tu y crois? Parce que déjà, lui-même, il a fait un clip avant où il simulait sa propre mort. Genre juste avant de mourir. Et du coup, j'y crois plus maintenant, grâce à ça. Parce que c'était officiel le clip, il l'a fait juste avant de mourir. Et il fait genre qu'il s'enterre lui-même. D'accord. Pour toi, c'est une preuve du fait qu'il soit pas forcément mort. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rumeurs sur les morts de grands chanteurs ou d'artistes célèbres. C'est pas le premier qu'on voit. Je pense à Michael Jackson, qu'on croit qu'il est sur une île, Elvis aussi. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent qui revient souvent? Ça fait partie d'un vieux fond de l'humanité. Qu'on appelle l'âge d'or, l'idée que les personnes disparues un jour vont revenir et ça se passera mieux pour nous. Ou à l'inverse, les personnes qui sont mortes, et on a très, très peur qu'elles ne soient pas mortes, comme Adolf Hitler, on a cru qu'il n'était pas mort, etc. Mais de nouveau, on y croit parce qu'on a envie d'y croire. Et alors, il y a une grosse caractéristique, c'est qu'on va aller chercher les signes qui nous font dire qu'on a raison d'y croire. Donc, par exemple, les signes, c'est « Ah, mais il a annoncé dans un clip précédent qu'il allait revenir, etc. Michael Jackson a annoncé ceci ou cela. Quand on passe la chanson à l'envers, on entend ceci. » Enfin, c'est un gros élément de la façon dont on croit aux choses. C'est qu'à partir du moment où on est persuadé de quelque chose, on va trouver toujours quelque chose qui va confirmer ce qu'on pense. Ouais. Et à nouveau,
c'est très compliqué c'est même pas intéressant de dire mais non, t'as tort, ou au contraire, mais oui, t'as tout à fait raison. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de discuter avec les gens, mais pourquoi tu aimes cette personne, hein, pourquoi c'est qui ça? Moi, je connais pas. Hein, donc, c'est un rappeur. Hein, ouais. Zacharia pourrait peut-être l'expliquer. Ouais, c'est un rappeur américain. Il est connu internationalement. Voilà, donc c'est intéressant du coup de discuter avec toi en quoi ce rappeur est super intéressant, en quoi c'est un problème qu'il soit mort, en quoi, etc. Mais maintenant, est-ce qu'il est vraiment mort ou pas? Alors, j'ai un peu l'impression qu'il est un peu mort, mais bon... Après, si on ne veut pas y croire, c'est la même chose par rapport à toutes les fake news qu'on a connues. Celle-ci est moins grave que les fake news qui ont circulé à propos du vaccin, à propos de... Voilà. Mais ce que je trouve intéressant, c'est dans cette vidéo-là, j'ai l'impression que son argument, c'est que cette dame a été tout près de sa tombe et a pu communiquer avec lui. Pour moi, ça ne constitue pas forcément une preuve, tu vois. Je me dis que ça peut être très bien mis en scène. Ouais, c'est possible, mais juste moi, j'avais déjà cette idée avant. Ça a juste rajouté... cette impression-là, et du coup, ça renforce ce que tu crois. Ouais. Ok, mais c'est intéressant. Est-ce que tu crois aussi que ce genre de complot autour des célébrités est très célèbre, c'est aussi populaire? Oui. Ouais. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est aussi populaire que ça? Parce que les gens, ils s'attachent à la personne. Et du coup, ils espèrent qu'il ne soit pas mort au fond. C'était ton cas aussi avec... Ils préfèrent y croire, c'est plus facile d'y croire. Et c'est aussi ton cas dans ce cas-là, tu aurais préféré qu'il soit mort avec... Non, moi c'est un peu réfléchi. C'est un peu réfléchi. C'est-à-dire? Genre, je l'aime bien, mais je suis pas attaché à lui, je l'adore pas, quoi. Ok. Mais c'est plus avec ces idées généralistes qui circulent qu'ils sont morts. Ok. Est-ce qu'on peut néanmoins apprendre à détecter des théories du complot? Oui. Ouais, de nouveau, en travaillant... Alors, il y a 5 grandes pistes. Hein, c'est tout un chantier, notamment dans les établissements scolaires. 1, vérifier, recouper les informations. Ça, c'est un élément. Essayer de voir si c'est vrai ou pas. C'est très compliqué. 2, se poser la question de la forme. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs un peu bling-bling où je me dis je vais me méfier de ça? 3, au service de quelle idée cette information existe-t-elle? Quelle est l'idée politique, économique derrière tout ça? 4, qu'est-ce que ça me fait à moi, cette information? Est-ce que j'ai envie d'y croire ou pas? Et 5, cette information, est-ce que j'ai envie de la diffuser? Pour quelles raisons? Ça, c'est 5 chantiers importants. Maintenant, pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est de travailler aux indices formels, en se disant, on va ensemble, il y en a une vingtaine d'indices qui font pencher plutôt pour la théorie du complot qu'autre chose, qu'une information vraie. On va s'amuser à lire une information ou à voir une information et se poser la question à propos de ces 20 critères de sélection. Et plus une information aura de ces fameux critères-là, plus on pourra se dire, c'est raconté comme une théorie du complot. Maintenant, il y a des complots qui ont déjà existé dans l'histoire aussi et qui ont été racontés de la même façon. Donc, c'est vieux comme le monde, hein, le complot. C'est l'assassinat de Jules César. Il y a de vrais complots. Mais ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'éducateur aux médias, c'est comment les théories du complot sont-elles racontées? Comment on raconte cette histoire par rapport à des informations authentiques? Et après, si on a envie d'adhérer à la théorie du complot, comme je l'ai dit, on adhère tous à des théories du complot, et on a toujours tendance à ironiser sur les théories du complot des autres. Mais c'est vrai que dans la forme, il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé dedans, c'est le placement de produit en plein milieu de la vidéo, quoi. Ça vous a interpellé ou pas, ce placement de produit? Voilà, il sort un peu comme un cheveu dans la soupe. On se dit que s'il fait cette vidéo-là, c'est pour une raison. Il essaye quand même d'attirer avec une information. Il la raconte d'une certaine manière simplement pour attirer, pour ce moment-là où il va vendre son produit. Il y a un autre élément que tu as dit, hein, c'est que le contraire de l'information, je peux la trouver insupportable. Je n'ai pas envie d'accepter que ce rappeur soit mort. Et donc ça, c'est un élément aussi qui nous fait dire, attention, il faut peut-être se méfier du coup. Se poser des questions. Ouais. Toujours se poser des questions. D'ailleurs, je vais vous proposer un petit jeu. On va faire un fake ou fact.
Je vais vous montrer des informations et vous allez essayer de deviner si ce sont des informations vraies ou fausses. Ok. C'est le fake ou fact. C'est parti. Alors, la première information concerne Marion Cotillard, qui donne une information selon laquelle elle aurait été hantée par Edith Piaf. Et donc, elle a fait des exorcismes avec du sel et du feu pour s'exorciser. Est-ce que c'est vrai ou faux? Pour moi, c'est faux. Vrai. Vrai pour Zacharia? Oui. Moi, j'ai envie de dire faux. Bah, elle n'a pas été hantée par Edith Piaf et elle n'a pas fait des... Oui. La fausse, c'est est-ce qu'elle a fait de l'exorcisme? Savoir si elle a été hantée ou pas, ça... Mais est-ce qu'elle a fait des séances d'exorcisme? Mais c'est vrai. Elle l'a révélé elle-même dans une interview pour The Guardian. Donc, il y en a plusieurs médias qui en ont fait l'écho, comme ici l'Express. Ça, c'était une information vraie. Ouais. Mais vraisemblable aussi, parce que Marion Cotillard a lâché pas mal de fake news dans sa carrière. Ah oui. Donc, donc elle a fait elle-même circuler des infos qui étaient... Oui. Donc autour d'elle, il y a une espèce de génération spontanée de fake news. Donc si ça se met, elle l'a dit, mais c'était faux. Oui. C'est vrai. Mais elle l'a peut-être dit vraiment. Ok. Mais ce qu'elle a peut-être dit est faux. Enfin, voilà. Alors, la deuxième info concerne Cyril Hanouna. Il aurait demandé l'asile politique en Corée du Nord. Faux. Faux? Faux. 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 Et faux. Pourquoi faux? La Corée du Nord, c'est un pays fermé. Donc, voilà. Ok. Pour la faux simplement. Ouais. Pour toi aussi? Bah, c'est pas là que j'irai passer des vacances. Bon, voilà. Donc, je crois pas que ce soit vrai. Clairement. Et puis, ça vient de Legographie, qui est un média satirique bien connu, qui effectivement diffuse donc des satires et humoristique. Troisième fake ou fact sur le respiranisme. C'est un style de vie qui promouvoit de vivre sans boire ni manger. Faux. Est-ce que ça existe? Faux. Vrai. Vrai. C'est vraisemblable. Moi, j'ai envie de dire vrai. Et oui, c'est vrai, aussi stupide que c'est, ça existe réellement. D'ailleurs, la source ici, c'est le Figaro, qui est un journal qui existe depuis longtemps. Et puis, l'article, ici, il a été signé. On aurait pu voir aussi... Mais ça, c'est un truc important, enfin, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup d'informations fausses qui circulent à propos de pratiques alimentaires ou de pratiques de santé. Et autant la mort d'un rappeur, finalement, ça ne dérange personne qu'on croit ou pas. Ici, adhérer à des informations de ce type-là, ça peut être super dangereux pour la santé. Et j'en vois circuler tout plein, des gens qui disent qu'il faut tout manger cru, des gens qui disent qu'il faut boire son pipi tous les matins, enfin ce genre de délire, mais c'est dangereux. Là, c'est dangereux pour la santé, clairement, si on y adhère. On est bien d'accord. Alors, une quatrième vidéo, une vidéo de notre directeur, Urba Hortmans. On va voir si cette information est vraie. Messieurs, à compter de ce mois de mai 2025, Vedia introduit une évolution majeure dans la présentation de son journal télévisé. L'ensemble des présentateurs et présentatrices sera désormais remplacé par des avatars numériques animés par intelligence artificielle. Cette transition technologique s'inscrit dans notre volonté de modernisation tout en garantissant une information de qualité. Le travail journalistique reste assuré par notre rédaction avec la même exigence d'exactitude et de proximité. Ce changement de forme n'altère en rien le fond. Notre engagement envers une information locale, rigoureuse et accessible demeure inchangé. Je vous remercie pour votre confiance continue. Alors pour vous, est-ce que c'est vrai ou faux? Pour moi, c'est faux. C'est faux. Pour toi? C'est faux aussi. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et même la vidéo est fausse. Donc, est-ce que vous aviez vu que c'était une vidéo créée par IA ou pas? Non. Non, pas du tout. Non, pas forcément. J'ai vu que c'était assez mal foutu, mais de là à dire que c'était créé par IA... Mais elle est créée par une IA, donc c'est vraiment un avatar qui a été créé avec les traits de Urban Hortmans, avec des vidéos de base. Mais la vidéo a été complètement créée par une IA. Et même la voix, Urban Hortmans n'a jamais dit ça, quoi. Mais elle aurait pu vous duper sur la forme, mais pas sur le fond. Okay, c'est parce que c'est ça, c'est l'information qui était trop grosse. Ouais, elle était grosse. J'aurais dû faire un truc qui était plus non, mais crédible. C'est bien, parce que c'est bien la preuve que quand même les jeunes ont du flair, quoi, hein, même si tout paraît
potentiellement vrai là-dedans, se disent ouais non ça. Non, je ne me laisse pas avoir. C'est trop gros. Donc, c'est trop gros. Donc il faut quand même compter sur j'ai envie de dire une intelligence, pas seulement spontanée des jeunes, mais en tout cas une expérience de l'image qui est bien plus élevée que l'expérience que beaucoup d'adultes peuvent avoir. Exactement. Une dernière, alors des chiots qui sont forcés à inhaler de la fumée de cigarettes, comme le suggère un post sur Instagram. Est-ce que pour vous, c'est faux ou c'est vrai? Vrai. Vrai pour Zakaria? Je dirais vrai aussi. Vrai? Moi, je crains que ce soit vrai. Eh bien non, c'est complètement faux. Ah, voilà. Ouais. Et peut-être que, effectivement, alors là, plus c'est gros, plus c'est scandaleux, plus on a tendance à y croire. C'est peut-être l'effet inverse de la vidéo d'Urbain. Ici, c'est tellement gros et scandaleux qu'on a envie d'y croire. Enfin, pas envie, mais... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne trouve pas ça si gros que ça. Quand on voit les expérimentations qui sont faites sur les animaux en laboratoire, et c'est la raison pour laquelle moi j'y ai cru. C'est parce que je sais, ou je crois savoir, que l'être humain est capable d'exercer un certain nombre de tortures sans nom aux fins d'expérimentation scientifique. Donc moi, c'est pour ça que j'y ai cru. C'est que ça ne me paraît pas si gros que ça. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'était un test scientifique, donc ça paraissait normal. Oui, c'est plausible. Surtout que c'était un compte certifié, c'est pour ça que j'ai cru. Oui, j'ai l'impression qu'il était certifié. Oui, c'est aussi un indice qui te dit c'est sûrement vrai. Oui, c'est vrai qu'il est vérifié, il a le petit V. Mais c'est vrai que maintenant, sur Instagram et Facebook, on peut l'acheter simplement, ce V. Oui. On paye l'abonnement. Pour 100 € par mois, on a le V vérifié. Donc, je ne sais plus si c'est vraiment un signe. Mais moi, j'ai quand même une question par rapport à ce qui a été fait ici. C'est qu'est-ce qui vous permet de dire c'est vrai, c'est faux? On doit vous faire confiance en quelque sorte. Ah, ici, oui. Mais là, je peux vous dire que on a utilisé un moteur de recherche inversé d'images donc, qui s'appelle Tinai et dans lequel on peut classer les images pour voir si ce sont des vraies ou des fausses. Mais l'image peut venir d'ailleurs, mais le texte dire quelque chose de vrai. Oui, aussi. Donc, c'est toute la difficulté du fact-checking. C'est que ça nous apprend il peut y avoir une image qui était déplacée de son contexte, donc il faut s'en méfier, mais elle était déplacée de son contexte au service d'une information qui peut être vraie. C'est ce que les journalistes utilisent souvent comme légende, image prétexte, où ils indiquent que l'image n'est pas liée directement à l'article, mais illustre cet article. Donc on va encore creuser la question. Donc je vais aller creuser la question. Mais oui, je crois qu'on va conclure là-dessus en se disant qu'effectivement il faut toujours rester curieux et en tout cas douter et aller toujours vérifier plus loin les informations. Ce que je ferai avec cette image-ci et cette information-ci. Et puis surtout faire confiance à votre flair alors. Parce que c'est ce que vous avez cessé de répéter, faire confiance à, en tout cas, son intuition. Merci beaucoup pour cette émission de Scroll. On espère que ça vous a plu. Ouais. Ça vous a plu? C'était top. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine émission.